Alors j'ai commencé par une petite exergue, histoire de mettre en appétit. Voulez-vous faire un livre ? Prenez plusieurs livres, vous détachez un feuillet ici, un feuillet là, vous faites une préface et une postface, vous prenez un pseudonyme, vous dites que vous êtes mort de consomption ou que vous vous êtes lavé la cervelle avec du plomb, vous servez chaud et vous escamotez le plus joli petit succès qu'il soit possible de voir. C'est tiré de Théophile Gautier. Alors, le 20 mars dernier paraissait dans la collection hors série littérature chez Gallimard le dernier ouvrage de Pierre Guyotat, qui s'appelle Joyeux animaux de la misère. Conçu par son auteur comme un exercice de détente, comme une respiration qu'il aurait dérobée à l'exigeant projet de réélaboration de la langue française qu'il poursuit depuis maintenant presque 50 ans, cette fiction renoue, après la trilogie autobiographique en langue normative, avec l'univers sulfureux campé dans Tombeau pour 500 000 soldats, Éden, 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 prostitution, le livre, progéniture, et donc ce joyeux animaux de la misère qui renoue avec cet univers-là. Zoophilie, asservissement sexuel, inceste, etc. Ces joyeux animaux de la misère sont allègrement transgressifs. Ils multiplient les atteintes au bon goût et à la bienséance. Et pourtant, alors même que le travail de Guyotat à l'origine appelait sur lui l'interdit et la mise à l'index, eh bien, cet alignement provocateur d'affront, ce chapelet d'injures proféré à l'endroit de la morale ambiante, cette fois-ci, ne fait pas scier les censeurs. Aucun débat, aucun tumulte n'en sanctionne la publication. Au contraire, on va même s'accorder à reconnaître de façon unanime, jusque dans les pages de la presse généraliste, de la presse non spécialisée, la nature pleinement littéraire de la démarche de l'écrivain et dans le même temps sa respectabilité. Alors plusieurs facteurs, je crois, justifient cette réception apaisée. Évidemment, on pourrait invoquer l'évolution des mentalités, l'ouverture progressive des esprits et la libéralisation des consciences au sein de sociétés qui démystifient tous les tabous. Bon, voilà pour une série de facteurs, mais je pense que je vais me focaliser dans la suite sur un des facteurs qui pourrait expliquer cette réception un peu apaisée. C'est peut-être le facteur le plus décisif, dans la mesure où il touche directement aux singularités du parcours de création de Guyotat, qui va mener Guyotat, si l'on peut dire, de l'ombre à la lumière. Entré en littérature dans les années 60, Guyotat va en effet se consacrer, à partir de ce moment, à la composition d'une œuvre vaste, protéiforme, aux conséquences encore pour partie inexplorées, une œuvre qui est peut-être encore aujourd'hui peu connue du grand public, mais qui n'en jouit pas moins d'une reconnaissance qui va croissant depuis le début des années 80. Progressivement validée, c'est-à-dire peu à peu chargée de valeur, dotée d'un capital symbolique de moins en moins discutable, le travail de Guyotat s'aborde aujourd'hui comme ayant fait l'objet d'une consécration. Or, on le sait, cette manière de couronnement, en distinguant l'œuvre, accorde également à son auteur un surcroît d'autorité. C'est là l'une des raisons expliquant pourquoi la voix de Guyotat s'élève désormais sans plus susciter ni l'indignation ni la réprobation. Et même si on peut dire avec Dominique Magno que la parole n'en a jamais fini de se mettre en règle, on peut présupposer qu'ainsi consacré, l'auteur de Tombeau pour 500 000 soldats, à l'avenir, n'aura plus à faire de la justification de ses écrits et de sa propre existence le cœur de ses préoccupations. Mais quelles sont les péripéties majeures qui, en jalonnant une vie dans l'écriture longue de plus de 50 ans, vont traduire cette lente institutionnalisation ? C'est à cette question qu'il s'agira de répondre dans la suite. Alors pour ce faire, je vais mobiliser le concept de posture, mis au point par Jérôme Mézeau. Alors par posture, il entend la manière singulière dont un écrivain va occuper une position dans le champ littéraire. Alors en prenant appui sur ce concept de posture, on va chercher à établir dans la diachronie les variations posturales significatives qui scandent la trajectoire de Pierre Guyotat. Pour ce faire, évidemment, il importe de prendre en compte et de soumettre à l'analyse les deux dimensions qui informent inséparablement toute posture auctoriale. La première de ces dimensions est rhétorique et discursive, il s'agit de l'éthos, et la seconde est actionnelle et comportementale, et renvoie en fait à toutes les conduites publiques et à tout ce qui alimente en gros la présentation non verbale de soi de l'écrivain en société. Alors, je vais revenir rapidement sur l'éthos dans un premier temps. Le principe, c'est que tout énoncé comporte une revendication identitaire. Autrement dit, tout sujet prenant la parole manifeste dans le discours une forme de subjectivité singulière dont il va assumer la responsabilité, mais cette subjectivité, elle est toujours le fait d'un être idéologiquement, institutionnellement et culturellement déterminé qui, en se produisant, comme on pourrait dire d'un acteur qui se produit sur scène, va soumettre à ses allocuteurs, à ses lecteurs dans le cas présent, une figuration de soi dont il va attendre d'une certaine manière la ratification. Bien entendu,
C'est ici que s'ouvre l'immense espace d'incertitude où se joue et se rejoue sans cesse, à chaque prise de parole, la possibilité irréductible du malentendu ou de la méprise, c'est-à-dire d'une inadéquation entre, d'une part, l'éthos visé par l'énonciateur, l'écrivain, et celui effectivement déchiffré par l'allocuteur, son lecteur. Tout énonciateur, par le geste même qu'il institue comme tel, consent à s'exposer, et dans le même temps à encourir le risque de la contestation, de la désapprobation, de la non-reconnaissance. Comme l'affirme Ruth Amossi, la présentation de soi dans le discours déborde donc largement, je la cite, l'intentionnalité du sujet agissant, qui est partiellement conditionné par des forces qui le traversent à son insu et qui se trouve affublé d'une identité qui s'avère nécessairement co-construite dans l'échange social. Pour autant, l'éthos n'a rien d'une fatalité. L'énonciateur, en effet, a tout le loisir de persévérer dans le discours pour renégocier l'image de soi antérieurement décodée par ses allocuteurs et tenter de mettre fin aux éventuels quiproquos. L'éthos s'appréhende alors comme la réorganisation de données préexistantes en fonction de la situation et des buts poursuivis par le discours. En d'autres termes, tout acte de langage se livre à une forme de retravail de ce qu'on appellera l'éthos préalable, entendu comme l'ensemble des figurations identitaires du locuteur préexistant à tel énoncé particulier. Alors je reviens maintenant sur le deuxième volet de la posture. L'avènement récent en matière de visibilité des personnes d'un régime que Nathalie Eynick dit médiatique, ou de ce que Jean-François Louette appelle, à la suite de Régis Debray, l'empire de la vidéosphère, a largement contribué à radicaliser une situation qui, pour le reste, procède essentiellement de la révolution romantique. Bouleversant un état de choses où l'on valorisait l'autorité des anciens, la conformité à la tradition et l'imitation, cette époque signe en effet l'émergence de l'auctorialité moderne, caractérisée par la recherche de l'originalité, l'affirmation de la singularité et la poursuite individuelle de l'authenticité, ou pour le dire autrement, de l'absolument propre. Alors, le sacre de l'écrivain, pour reprendre l'expression de Bénichou, qui s'orchestre alors, fait de cet écrivain, comme l'a montré José Luis Diaz, un personnage dont la vraie œuvre est sa propre vie, et je le cite, un personnage public engagé dans un processus de théâtralisation. La conjoncture actuelle mène cet axiome à son paroxysme et pousse à admettre, avec Olivier Nora et Jérôme Mézot, que de plus en plus souvent, je cite, « l'on consomme aujourd'hui la voix et l'image de l'auteur sans avoir lu une seule ligne de lui. L'effet charismatique propre à l'écriture ne repose plus sur la lecture, mais sur l'audition et la vision. » Performeur se produisant sur la scène sociale, l'écrivain se soutient donc d'une dramaturgie corporelle qui actualise, de la même manière que l'éthos, des schèmes prélevés dans un répertoire historique des conduites auctoriales possibles et qui va mettre à profit ces schèmes en vue de renégocier ou d'entériner, en collaboration ou en opposition avec les médiateurs institutionnels, avec ses pairs, avec ses lecteurs, avec ses spectateurs ou autres, une position dans le champ littéraire du moment. Là encore, bien sûr, la mésentente guette. Tel écrivain, soucieux de déployer la gestuelle qu'il se figure être celle du poète visionnaire, passera aux yeux de tel ou tel public pour un simple agité au bord du délire. Alors, sur base de ces développements, on va confronter l'appareillage heuristique de la posture au cas Guyotat, en accordant une attention particulière, d'une part, aux traces iconographiques ou audiovisuelles qui rendent compte significativement de la stratégie comportementale déployée par Guyotat, et d'autre part, en accordant notre attention à celle de ses productions verbales qui, au fil de son parcours vers la canonisation, alimentent ce que Dominique Magno appelle l'espace associé. C'est le lieu de négociation privilégié de la posture. C'est l'espace où, en gros, les trois instances qui configurent l'auteur et qui sont l'inscripteur, le sujet biographique et l'écrivain en tant qu'acteur du champ institutionnel tendent à se brouiller. Alors, genèse de la posture, malentendu et polémique. Lorsqu'il publie Eden, Eden, Eden en 1970, Pierre Guyotat a déjà derrière lui de quoi nourrir bien des conversations. Il a deux écrits de jeunesse qui font figure d'adieu à la littérature traditionnelle, aux romans, qui sont presque reniés. En tout cas, on les omet souvent quand on parle de l'œuvre de Pierre Guyotat. Il a ensuite derrière lui une expérience douloureuse mais fondatrice dans l'Algérie en guerre du début des années 60. C'est là qu'il sera mis au cachot pour atteinte au moral de l'armée, possession de journaux interdits et complicité de désertion. Il verra également à cette occasion ses notes saisies, moquées et retournées contre lui comme pièce à charge. On imagine ce que ça peut avoir de traumatisant pour un écrivain. Et enfin, il a aussi derrière lui un ouvrage qui s'appelle « Tombeau pour 500 000 soldats » qui a été rédigé entre 1963 et 1965, dans l'immédiate après-guerre, et qui est publié aux éditions Gallimard en 1967. Alors la genèse de ce texte, Tombeau pour 500 000 soldats, est assez douloureuse, et le manuscrit est longtemps entouré de ce que Guyotat appelle une terreur éditoriale. Et finalement, après bien des réticences, Claude Gallimard va consentir à publier ce texte.
Alors, à l'occasion de la publication de Tombeau, les prestigieuses lettres françaises de Louis Aragon accueillent dans leur page un entretien de Guyotat avec Roger Borderie. Crucial parce que susceptible de toucher un large public, cet entretien offre à l'écrivain l'occasion d'accompagner lui-même son texte, de le défendre et de le justifier. En ce sens, cet entretien fait figure d'espace propice à la négociation d'une posture. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que Guyotat va l'exploiter. Soucieux de prévenir toute dissymétrie entre l'éthos qu'il visait avec son tombeau, et l'éthos effectivement reconstruit par les lecteurs empiriques, Guyotat va livrer à Borderie et aux fidèles des lettres françaises les clés de sa poétique, et ce faisant, ce qu'il fait, c'est procéder, ou tenter de procéder, à un cadrage des interprétations qu'on peut donner de ce texte. Alors, aussi incasable, et le mot est de Jean Duvigneau, aussi incasable soit-il, le tombeau de Guyotat doit en fait beaucoup à l'esprit du temps et aux préceptes des membres du groupe tel quel. Outre une écriture se voulant matérialiste, expurgée de tout lyrisme et de tout réflexe de psychologisation, Guyotat va faire sienne la circonspection et même l'hostilité de Philippe Solers et consorts à l'encontre des notions d'œuvre et d'auteur. En ce qui concerne l'auteur, Guyotat va même prononcer des propos qui, rétroactivement, confrontés aux nombreux écrits autobiographiques qu'on lui connaît, ne laissent pas d'étonner, voire d'amuser. Voici ce qu'il dit donc, dans cet entretien. « Je n'ai pas à me justifier. Pour moi, un livre ne suffit pas. Il y a une interaction continuelle entre mon livre et moi, mais il ne s'agit pas d'une interaction individualiste. Mon livre passait par moi, j'en étais le dépositaire, très bien, mais moi je ne suis rien, ma vie privée ne m'intéresse pas, ce n'est pas là une phrase en l'air, je me moque de ce que je suis, et si dans ce livre il n'y a presque plus de traces de psychologie ni d'individualisme, c'est que réellement en moi, la chose est en passe d'être complètement éliminée. » En réalité, sans même considérer l'importance que l'écriture du moi prendra ultérieurement pour Guyotat, l'entretien que celui-ci accorde aux lettres françaises comporte déjà d'étranges dissonances, contribuant à porter le soupçon sur cette profession de foi typiquement telle qu'alienne dans son anti-humanisme. À Roger Borderie, qu'il questionne sur la genèse de Tombeau pour 500 000 soldats, Guyotat va ainsi répondre par un bref récit de soi qui, quelle que soit sa valeur de vérité, lui permet d'élaborer une certaine posture. Il va mentionner d'une part son emprisonnement en Algérie pour complicité de désertion. Il va revenir sur, je le cite, l'extrême angoisse et l'état de crise et l'état de désespoir fou dans lequel il a écrit ce texte. Et enfin, il va assurer l'absolue singularité de son inspiration. Je le cite, « J'ai lu La vie de Sade par Gilbert Lely. Ça m'a bouleversé. Je dois dire au passage que j'ai très peu lu Sade lui-même, de même que j'ai très peu lu Genet. Tous les écrivains qui auraient pu m'irriguer, je les ai en fait très peu lus. » Même s'il déclare donc au prix d'une antiphrase à la charge ironique imprécisable ne pas cultiver du tout le genre poète maudit, Guyotat parachève dans les propos qui concluent cet entretien avec Borderie l'étonnant portrait d'un écrivain en être souffrant, en être soustrait aux influences et aux héritages, en être épris d'absolu et de liberté, au point d'avoir été non pas emprisonné, mais, comme il dit, mis au secret. Alors voici comment il conclut l'entretien avec Borderie. « J'ai toujours refusé le lot commun. Tout enfant déjà, je ne pouvais admettre qu'on pût vivre sans génie. Je n'ai jamais pris mon parti de n'être que partiel. » Rapidement, Pierre Guyotat va souhaiter donner un successeur à Tombeau pour 500 000 soldats qui serait issu de la même veine. Alors, le texte connaît aussi une genèse assez troublée. Gallimard, à nouveau, est réticent, il rechigne un peu à le publier. Finalement, il accepte de le publier à condition que le texte soit garanti et autorisé par des figures qui elles-mêmes sont légitimées. Alors, le texte sera accompagné de 3 préfaces, une préface de Michel Léris, une de Roland Barthes et une de Philippe Solers, et Michel Foucault signera dans le Nouvel Observateur un texte assez élogieux à l'égard du texte. Alors malgré tout, après 2 mois de vente libre, le texte est interdit, fait l'objet d'une triple censure. Commence alors l'une des querelles littéraires les plus fameuses de la deuxième moitié du XXe siècle, qui va permettre à Guyotat, bon gré mal gré, d'affiner dans la presse la posture que l'entretien avec Borderie ébauchait. Presque simultanément à la parution d'Éden, Éden, Éden, la 43e livraison de la revue Telle Quelle diffuse un entretien de l'auteur qui d'emblée s'en prend au Monde et à la quinzaine littéraire de Maurice Nadeau, ambassadeur d'une littérature tranquille, dit-il, coupable de ne pas lui avoir ménagé un espace de parole dans leurs pages. Dans cet entretien, donc pour la revue Telle Quelle, Guyotat se peint en, je le cite, « visionnaire innocent, soucieux d'expliquer des écrits qu'il dit menacés, comme l'ont fait avant lui, et je le cite à nouveau, les plus inspirés parmi nos poètes, les plus maudits, les plus indécents. S'il peut prétendre à une petite place au sein de cette prestigieuse généalogie d'élection,
celle des poètes ou des artistes réprouvés, traînes misère, persécutés, interdits, malades, dont il se veut l'égal, mais qu'il jure avoir très peu lu, on se souvient de ce qu'il disait à propos de Sade et Genet. Donc s'il peut réclamer une petite place dans cette généalogie-là, c'est que sa vocation, et le mot est important, le contraint à une entreprise titanesque. C'est donc la rénovation d'une langue qu'il juge périmée. Alors ce travail titanesque, il implique, et je le cite, un travail de préparation, de rédaction, de défense qui engage non pas l'être, mais le corps tout entier en lui portant des coups indélébiles. Alors voilà, l'entretien va se conclure comme il a commencé, sur une violente saillie. La violence des propos de Guyotat, son ardeur dans l'hostilité peuvent surprendre évidemment, d'autant qu'elle vise notamment des camarades communistes qui l'avaient jusqu'alors soutenu. Bien sûr, on objectera que la querelle fait partie intégrante du champ littéraire en tant qu'espace conflictuel et que, dans le cas précis, cette querelle illustre un désaccord, une incompatibilité foncière même entre différents systèmes axiologiques, celui de l'avant-garde et celui de la tradition, cette incompatibilité n'ayant rien d'unique. Alors certes, mais le différent ici, et l'animosité peut-être inattendue de Guyotat, trouve sans doute également une de leurs causes dans l'humiliante attaque ad hominem et le désaveu public infligé par une critique d'Éden, publiée dans la revue de Louis Aragon et signée de la main de Jean Bourret. Alors cette chronique virulente réserve en effet à l'œuvre comme à l'homme un sort peu enviable. Cette chronique, elle va taxer le texte de Guyotat de débordements illisibles, de logorées interminables et putrides comme un égout en été, et de l'autre côté, elle va taxer l'auteur d'être manquant de talent, d'obsédé de l'acte sexuel, de maniaque délirant, voire de truqueur. Alors il termine en le soupçonnant d'être le plus illisible des assembleurs de mots et le plus ennuyeux des romanciers scatologiques. Cette agression en règle, cette charge aux allures de diagnostic médical même, qui sera d'ailleurs reconduite dans les 2e et 3e numéros de l'émission littéraire Postscriptum, puisque Roger Brigny dira qu'en réalité la littérature de Guyotat relève du psychiatrique. Donc cette charge aux allures vraiment de diagnostic médical aurait sans doute de quoi ébranler n'importe qui. Perpétrée à l'encontre d'un écrivain, elle peut s'avérer dévastatrice. En effet, l'écrivain assume comme personne peut-être l'exposition et le risque consubstantiel à toute prise de parole. Ce risque, c'est celui de passer pour celui que l'on n'est pas, ou à tout le moins pour celui dont on ne voulait pas avoir l'air. Cette possibilité, toujours reconduite d'une inadéquation entre ethos visé et ethos effectivement reconstruit, dévoile la fragilité d'une profession, ou plutôt d'un statut, celui d'écrivain, qui, en régime vocationnel, n'est jamais garanti ou acquis une fois pour toutes, avec certitude, mais toujours en attente de confirmation. À la violence de la remise en question initiée par Bourret, s'ajoute bientôt celle symbolique mais non moins cruelle de la censure. Guyotat va y répondre en reprenant inlassablement, dans les nombreux entretiens qu'il accorde alors, ce qu'il appellera plus tard ses explications. Alors naturellement, la méfiance et les accusations dont Guyotat fait l'objet à ce moment conduisent à une intensification de la posture du maudit qui se nourrit de ses mésaventures. Guyotat va ainsi réaffirmer l'authenticité et l'absolue singularité de son rapport à la chose littéraire. Il va également divulguer les détails financiers qui attestent l'extrême dénuement de sa condition matérielle. Et il va enfin se présenter en véritable Prométhée, persécuté et châtié pour avoir osé révéler d'une part, je le cite, le secret de l'écriture, et d'autre part, je le cite à nouveau, ce sur quoi la bourgeoisie et son savoir se tiennent en équilibre. À ceux qu'il soupçonne d'écrire en truqueur, une littérature de procédés, il réplique en révélant l'impulsion organique incontestable qui constitue à la fois la base de ces textes et leur horizon. Je le cite, « Il faut noter que ce livre a été écrit pendant 6 mois, jour après jour. Éden, c'est surtout le fonctionnement écrit d'une corporalité pendant 6 mois. Il faudrait pouvoir le lire pendant le même temps que son écriture. » Alors, prenant racine dans le corps, la pratique de l'écriture se destine donc à y retourner pour investir le réel, le frapper, l'impacter comme force active. Par l'intermédiaire du mime, par l'intermédiaire de l'incorporation, de l'oralisation, de la performance ou de la théâtralisation. Et c'est bien sûr cet ancrage organique-là qui fait de l'activité littéraire une opération douloureuse et extrêmement coûteuse sur les plans psychiques et somatiques. Je cite à nouveau Guyotat. « Le souffle, il faut le répéter, sous-tend continuellement le travail textuel, d'autant qu'il porte la voix. Je travaille avec un paquet de voix dans la gorge, bouillie de voyelles, de consonnes, de syllabes, de mots entiers même qui demandent à sortir, à gicler sur la page. J'ajouterai ici que ce paquet de voix encombre la gorge, donc provoque l'angoisse liée à la peur qui me prend au début de la rédaction de perdre les moyens mentaux, physiques même, infirmité, mutilation, d'en venir à bout. »
À cet égard, la censure du triple Éden, à certains moments, paraît presque constituer une aubaine pour Guyotat. Il fait effectivement mieux que composer avec l'atteinte à la liberté d'expression et les violentes incriminations dont il est la cible, puisqu'il va les intégrer en quelque sorte à la stratégie qu'il déploie dans le champ littéraire. Ce faisant, il va s'approprier le signe de son exclusion pour le convertir en preuve irréfutable, d'une part, de son génie, déchiffrable pour la seule postérité, vous me faites taire car vous ne me comprenez pas, et d'autre part, en preuve de l'efficacité de sa parole, vous me faites taire car vous me craignez. Aussi, Guyotat escompte-t-il ne jamais voir son texte autorisé. C'est du moins ce qu'il confie de manière un peu provocante à Thérèse Réveillé dans un entretien dont l'intitulé « Nouvelles incongruités fondamentales » fait sien un des nombreux actes d'accusation dressés à l'encontre d'Éden. En ce sens, quoiqu'elle en pose une trêve à l'œuvre en exigeant une nouvelle forme de texte d'intervention, texte d'interview, texte d'explication de polémique en cours, la censure permet au créateur d'établir irréfutablement, aux yeux de tous, l'insoumission et l'intransigeance de sa vocation contrariée. Je cite Guyotat, « Je sais, quant à moi, que je ne cesserai de penser mon activité et mon texte comme je l'ai toujours fait depuis l'enfance, sous l'angle d'un vécu difficile, mais libre. » En écrivain qui engage tout, qui risque tout, comme il le dit lui-même, même sa santé, Guyotat retourne à son avantage une mise à l'index qui l'éprouve durement, mais qui, d'une certaine manière, flatte le désir de distinction de l'écrivain en validant l'irrécupérabilité de son texte et en le préservant du même coup de la neutralisation qu'impliquerait la promesse de son inscription dans le canon. Alors, l'interdiction d'Éden va toutefois avoir des conséquences que Guyotat ne semble pas mesurer, du moins pas explicitement. Ainsi, alors même qu'il joint sa voix à celle des Telqueliens pour dénoncer la futilité du jeu et pour dénoncer l'invalidité de la notion d'auteur et le culte de la personnalité, il va se trouver contraint par les accusations qui l'accablent de se dévoiler pour démontrer l'innocence et l'absolue intégrité de sa démarche. C'est le geste rousseauiste par excellence. Puisque l'opprobre s'abat autant sur ses textes que sur sa personne, il lui faut mettre en place un exposé autobiographique à même de légitimer l'œuvre littéraire en la restituant au cadre, aux espaces, bref, au vécu dont elle procède. C'est à cela qu'il va s'attacher par touches subtiles dans les entretiens qui paraissent dans la presse, et l'un d'eux, qui sera inédit jusqu'à la parution de Littérature interdite en 1972, aboutit même à un long et mémorable développement autobiographique qui préfigure les récits de formation à venir 30 ans plus tard. Alors je ne vais pas revenir sur cet entretien qui est capital par ailleurs, parce que pour la première fois, il présente vraiment un agencement raisonné de biographème, mais dans ce développement autobiographique, il y a un récit du mythe fondateur. Donc il explique, Guyotat, comment il a été appelé à l'écriture. Alors je ne vais pas citer le passage, mais dans cet extrait, l'écriture s'impose à l'individu comme un sacerdoce. Elle l'arrache au monde pour l'inscrire dans la prestigieuse communauté de ces artistes qui confondent leur destin et leur pratique et exhibent pour gage de l'authenticité de cette pratique les stigmates du malheur. Alors Guyotat va en profiter pour se réinscrire une nouvelle fois dans une société d'élection composée de gens comme Rimbaud, Schumann, Novalis, bref, les grandes figures auxquelles il s'identifie dans son adolescence. Cette société d'élection, évidemment, elle se substitue à l'extraction naturelle et offre à Guyotat un ancrage à partir duquel exalter sa marginalité, condition sine qua non de, je le cite, « cette œuvre absolument originale et maudite dont il rêve ». Et c'est sur ce fondement indiscutable de la vocation révélée, indiscutable parce qu'antérieur au calcul carriériste de l'âge adulte, c'est sur ce fondement donc que le reste du mythe personnel peut se déployer. Le récit, une énième fois repris de l'emprisonnement en Algérie, celui des arrestations durant les événements de mai 68, s'efforce de parfaire une présentation de soi en révolté à l'inspiration spontanée, par conséquent peu instruit, en être anticonformiste, vivant en déclassé, en homme de lettres tout entier voué à son art, et dont le corps, je le cite, autant que les écrits appellent la saisie policière. Alors cette polémique autour de l'interdiction Éden, elle va être instrumentalisée à peu près par tout le monde à l'époque parce que simplement elle polarise les tensions du champ littéraire d'une part et d'autre part de la société française post-68arde. Elle sera notamment instrumentalisée par Claude Simon, par Jérôme Lindon et par François Mitterrand qui va profiter de cet événement pour poser une question retentissante à l'Assemblée nationale. Donc on l'a vu, elle a surtout été instrumentalisée par Guyotat lui-même, qui perçoit dans cette réduction au silence l'occasion d'approfondir sa posture de réprouvé, et qui d'autre part va transvaluer cette censure en œuvre, puisqu'il rassemble ce qu'on pourrait appeler les pièces du dossier dans un ouvrage qui s'appelle Littérature interdite, et qui est publié en
1972. Alors malheureusement pour l'écrivain, toute cette agitation demeure sans véritable effet. Le triple Éden reste interdit et son livre de réponse, Littérature interdite, ne rencontre pas du tout le succès attendu. Épuisé, Guyotat se désole d'avoir tant sacrifié à la défense d'un texte privé de lecteur. « On m'a glacé l'encre », jettera-t-il au printemps 1973. Alors voici une photographie qui date donc de mars 68. C'est le deuxième voyage, le troisième si on compte sa participation à la guerre d'Algérie. Le troisième voyage de Guyotat en Algérie. Alors cette photo elle a été rendue publique par la presse de l'époque et elle est mentionnée par un lecteur dans le troisième numéro de l'émission Postscriptum, de l'émission littéraire Postscriptum. Alors ce lecteur qui dénonce le texte Éden, Éden, Éden comme étant un texte conventionnel va également juger cette photo honteuse et scandaleuse parce qu'il l'accuse d'instrumentaliser l'Algérie et ce que ce pays incarne dans l'histoire française toute récente. En réalité, ce cliché qu'on devine destiné à figer la profonde attirance de Guyotat pour l'Algérie donne surtout corps à la posture de maudit et de marginal qu'il cultive. Il y pose, on le voit, main dans les poches, aux côtés d'un restaurateur algérien et de ses 3 enfants, vêtus d'une simple marinière. Alors la marinière, c'est pas un symbole innocent, il s'agit de la blouse réglementaire que portent les matelots et les quartiers-maîtres de la marine nationale. La cohabitation dans une même image de ce symbole patriotique fort, qui a été d'ailleurs réutilisé par Arnaud Montebourg récemment, et d'une famille algérienne, 6 ans à peine après ce trauma collectif que fut la guerre d'Algérie, a quelque chose de provocateur. Aux côtés des enfants du restaurateur, Guyotat paraît presque revendiquer une place dans cette famille d'élection qu'il préfère à sa terre natale, se présentant dans le même geste en nomade, en baroudeur, ne craignant ni les risques, ni les dangers du voyage, ni les conditions de dénuement qu'implique un mode de vie nomade. Je passe au 3e point. Alors que Littérature interdite est accueillie dans une relative indifférence, Guyotat songe à se suicider. Au mois de juillet 1972, dans le cadre d'un colloque consacré à Artaud et Bataille, il va prononcer à Cerisy une mémorable communication, Langage du corps, qui expose dans le détail ses rites d'écriture et tout ce que ces rites doivent au maintien d'une tension sexuelle impliquant chasteté et masturbation. Cette mise à nu, bien entendu, répond au désir de justifier aux yeux de tous l'enracinement organique de l'écriture, déjà affirmé dans Littérature interdite. De la même manière, dans les mois qui suivent le fiasco d'Éden, Éden, Éden, Guyotat s'efforce d'extraire sa parole du livre pour lui conférer cette efficacité qu'il convoite depuis Tombeau pour 500 000 soldats. Alors en 1973, à l'occasion d'un entretien accordé à la revue L'Autre Scène pour les besoins d'un texte qu'il écrit pour le théâtre, Guyotat va remettre, une fois encore sur le métier, le topos de l'écrivain martyrisé par son œuvre, qu'il extirperait de lui-même comme on s'arrache, pour reprendre les mots d'André Bayon, de rouges morceaux de vérité. Alors dans cet extrait, l'écriture va se donner comme vocation, mais comme vocation subie, presque comme une malédiction, qu'il s'agirait d'endurer avec gratitude, dans la mesure où elle singularise le créateur. Distingué, marqué du sceau de l'exception en vertu de l'œuvre produite, celui-ci doit sans cesse apporter la garantie de sa sincérité, c'est-à-dire certifier que ces textes sont bien le fruit authentique d'un sujet qui se voue corps et âme à l'écriture, faute de quoi, dénoncé comme truqueur, on se souvient du mot de Jean Bourret, il perdra l'adhésion et la croyance de ses éventuels lecteurs. Aussi lui faut-il inlassablement prouver sa bonne foi, se dénuder pour démontrer combien son existence se confond avec son activité. Voici ce qu'il dit à l'occasion de cet entretien. Dans Littérature interdite, et dans ce travail, c'est bon en avant, donc le texte qu'il rédige à ce moment pour le théâtre, mon rôle, si rôle il y a, était d'exhiber ma biographie, ma technique, ma sexualité, mes problèmes politiques. On me reprochera de n'avoir pas joué moi-même mon texte, d'être passé par d'autres corps. Je préfère voir ce que d'autres peuvent faire de mon exhibitionnisme. Cela m'intéresse dans la mesure où je me prépare un bel avenir d'exhibitionniste, dans la vie comme dans la mort. Alors sans doute, y aurait-il beaucoup à dire sur l'exhibitionnisme de l'écrivain. On se contentera de rappeler qu'en 1976, dans le 22e numéro de la revue Art Press, Pierre Guyotat donnait de sa personne pour illustrer cette exigence de mise à nu totale dans l'écrit et par l'écrit. Dans cette revue, il apparaît, dans le plus simple appareil, en regard d'un court texte intitulé « Légende », qui ressasse dans une langue cryptée certains traumas biographiques, une circoncision bâclée notamment, et l'assassinat d'un de ses amis, un instituteur algérien. Alors la coprésence du texte et de la photo laisse entendre que l'auteur n'a rien à cacher, qu'il ne triche pas, qu'il s'expose tel qu'en lui-même, sans honte et sans crainte, solidement campé sur ses 2 jambes, le regard droit et serein. Alors après, il y a cette montre qui fait punctum et pour laquelle j'ai trouvé aucune interprétation sensée. Donc si vous avez une idée, elle est bienvenue.
La publication du texte, donc intitulé Légende, et du nu qui l'accompagne, va accélérer la rupture avec telle quelle et la progressive prise de distance de Guyotat par rapport à l'intelligentsia parisienne. Alors que le texte s'appelle Légende, n'est évidemment pas innocent, et ça fait référence au mythe personnel que Guyotat sait avoir largement contribué à bâtir. Alors la rupture est consommée avec telle quelle. Guyotat reste malgré tout soucieux de demeurer en contact avec ceux qui s'intéressent à son travail, et il va poursuivre dans la presse l'entreprise didactique débutée au moment de la publication de Tombeau et intensifiée avec la publication de Eden, Eden, Eden. Parallèlement, c'est sur la scène publique qu'il va intervenir. Il va prendre fait et cause pour des marginaux, revendiquant par là, pour lui-même, une appartenance problématique au corps social. Il va notamment plaider en faveur de l'instituteur algérien Mohamed Laïd Moussa, qui finira assassiné, et en faveur des prostituées lyonnaises qui faisaient grève à ce moment-là pour marquer leur désaccord à l'égard de ce que Guyotat appelle la répression policière. Au printemps 1975, Guyotat renoue avec le monde éditorial. Prostitution est en effet publiée chez Gallimard, malgré, une nouvelle fois, les réticences de Gallimard. Alors, que dit Gallimard à propos de ce texte ? Eh bien, il doute que ce texte puisse trouver ses lecteurs parce qu'il joue tant de la matérialité de la langue qu'il se révèle, à l'en croire, impropre à la consommation. En cause, dit Gallimard, son refus des concessions, son refus des images, de la psychologie, d'un langage immédiatement accessible. Guyotat lui-même n'ignore pas les difficiles questions que pose sa langue. Il accepte que figure dans la première édition de Prostitution cet avertissement signé de la main de son éditeur. Je cite Gallimard, « Le vrai problème que ce texte à proprement parler inqualifiable pose jusqu'au malaise est celui de sa lecture. » Au cours des années qui suivent, l'état de santé de Guyotat se dégrade progressivement. Sa correspondance personnelle et des témoignages nombreux en attestent. À certains moments, le délabrement moral et organique est tel que l'internement ne peut être évité. Hanté par la possibilité du suicide, Guyotat travaille néanmoins sans discontinuer, à corps perdu, à mort, dit-il, sacrifiant sa santé pour mener l'œuvre à bien. À partir de 1977, un nouveau projet le retient tout particulièrement. Il en parle en termes de gigantesque machinerie. Alors ce projet s'intitule Le Livre, et il est destiné à, je le cite, remonter sagement, c'est-à-dire chronologiquement, toute l'histoire du monde, par biographie souvent minuscule, et dans une langue qui met en scène ses décrochages. Vaste programme, on s'en doute. Entreprise titanesque même, à laquelle il va s'adonner en nomade, puisqu'à ce moment-là, il vit dans un combi. Alors évidemment, le livre Mallarméen et le catalogue des catalogues de Borges ne sont pas très loin de ce livre. Et voici ce que dit Guyotat de ce texte qui est alors en chantier. « J'ai la vision que je viens d'entrer non pas dans un livre de plus, mais dans le livre à quoi ma vie entière, dont je décide en même temps la brièveté, sera vouée. Ce nouvel objet inqualifiable essuie à son tour, dans un premier temps, le refus de Claude Gallimard, une fois n'est pas coutume. Claude Gallimard va accuser Guyotat de tourner résolument le dos au public. À nouveau, c'est la lisibilité d'un texte qui fait question. À ce moment, au blocage éditorial vient répondre un blocage créatif que Guyotat parvient à surmonter par l'incorporation orale du texte, profération qui fait d'ailleurs l'objet d'enregistrement. Au plus mal, mais libéré par cette percée du livre et de sa langue dans le réel, Guyotat va reprendre la rédaction de cette matière sauvage, je le cite, qui le met de plus en plus irrémédiablement au banc de cette société, de cet état, de cet être généralisé, au banc de son être même. Pour se rappeler au souvenir de ses lecteurs et justifier son long silence, il va donner à la fin de l'an 1981 plusieurs entretiens, dont l'un à Libération, qui sont accompagnés de photographies qui attestent son extrême faiblesse. Alors voici une de ces photographies. On y voit Guyotat amaigri, le regard vitreux, empreint de fatigue. Il n'a vraiment plus rien de semblable avec le nu de 1976. Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1981, 81, il sombre dans un coma qui durera 3 jours. À l'en croire, un médecin constate alors chez lui les symptômes observés chez les rescapés des camps de la mort. Alors j'en arrive à mon dernier point. L'expérience limite que Guyotat traverse en tombant dans le coma marque une étape cruciale dans la négociation posturale que tout écrivain ne peut manquer de mener. Au mois de mars 1982, alors que la triple interdiction qui pesait depuis 11 ans sur Eden, Eden, Eden vient d'être levée, Guyotat accorde un entretien fondamental à Libération. À Gilles Barbedette, qui s'interroge à propos du poids de l'imagination sur le corps, voici ce que Guyotat répond. Hospitalisé à la suite, entre autres, d'un coma et d'une septicémie, j'ai vu quelque chose que j'ai toujours su, mais qui a pris dans ce contexte médical rapproché une force accrue.
C'est l'extrême inhumanité de toute vie, taraudée, pilée et menacée par le poids de l'imagination, qui à la longue façonne le corps d'origine, voire le dédouble ou le triple, au point que je ne sais pas trop comment choisir ce jeu qui vous répond. Il y a des gens qui sont des survivants de naissance ou des non-existants à force d'être, les grands artistes, les grands politiques et autres témoins prophètes. Tous ces individus-là sont d'immenses malades athlétiques auxquels la société arrache du beau, du grand, du message. Il n'est pas vrai qu'un individu doté d'une très forte imagination créatrice et maîtrise soit comme les autres. En se présentant d'emblée comme rescapé, comme miraculé, voire comme ressuscité, il dit que la mort l'accueillit dans une position d'ange foudroyé. En se présentant comme cela, donc, Pierre Guillotat tire de son coma et de son commerce avec la mort une autorité qu'il met aussitôt au service de sa posture. Ce statut de créateur absolument singulier qu'il n'a cessé de poursuivre depuis Tombeau, il le réclame à présent avec une force et avec une légitimité renouvelée. Mais les choses ne sont pas si simples, et un bouleversement considérable se fait jour ici dans la présentation de soi que Guillotat met en œuvre. Il a vu, dit-il, ce que l'imaginaire pouvait infliger au corps d'origine, c'est-à-dire à cette strate première qui ne relève pas du sémiotique et que l'on devine, que l'on suppose comme support des réseaux de sens, des configurations interprétables que toute corporalité diffuse nécessairement. En tant que terrain d'investigation perméable au discours et susceptible d'un investissement imaginaire, le corps peut en effet, sans être lui-même rien de signifiant, étayer du sens, c'est-à-dire sous-tendre quelque chose de l'ordre du lisible. Le corps n'est jamais nu, suggère Guillotat, le corps d'origine n'est jamais nu, suggère-t-il, car dût-il l'être, cette nudité serait encore investie de signification, c'est-à-dire travaillée par le discours. Travaillé par le discours, donc le corps va fonctionner comme le subjectile ou comme la toile qui disparaît nécessairement sous les motifs qui la recouvrent. Ce constat, évidemment, au prix d'un curieux paradoxe, remet en question le rapport de Guillotat au dévoilement de soi, supposé établir sa sincérité et la validité de sa prétention à la singularisation. S'ouvre alors dans son œuvre et dans sa démarche posturale une nouvelle page, celle consacrée à l'exploration d'un moi dit spectral, qui n'est malheureusement pas possible d'envisager ici. Alors 2 ans après son coma, à peu près revenu à lui-même, Guillotat adresse à Claude Gallimard le tapuscrit du livre, redactylographié, mais en tout point identique par ailleurs à celui présenté en 1979. Oubliant ses doutes, l'éditeur adresse à l'écrivain une réponse surprenante. Il m'est difficile de vous proposer une analyse ordinaire de cet ouvrage qui n'entre dans aucun genre, mais qui ferait penser davantage à un poème épique qu'à un roman. Je publierai ce livre à nos éditions, comme j'ai publié vos précédents ouvrages, car je suis votre œuvre avec intérêt. Le livre paraît ainsi au début de l'année 1984, en même temps que Vivre, recueil hybride de ses écrits qui, depuis la publication de Littérature interdite, nourrissent la légende personnelle de Pierre Guillotat. Légende amorcée, on s'en souvient, par l'entretien avec Borderie, diffusé à l'apparition de Tombeau, et qui vient de se doter, avec l'intermède comatique, d'une scansion propre à marquer les consciences. Balayé par sa presque disparition, les soupçons qu'on pouvait nourrir à l'égard de Guillotat et de sa bonne foi n'ont plus cours. La publicisation de son corps souffrant aboutit enfin à un consensus avalisant la figure du maudit. Dans un article datant du 3 mars 1984, Josiane Savigno, critique littéraire au Monde, interroge ce qui jusqu'alors passait encore de ci de là pour une imposture. Voici ce qu'elle dit. Pierre Guillotat ne se moque-t-il pas de tout le monde en appelant le livre 210 pages d'aspect illisible, suite de mots coupés, d'élisions, de contractions dont on n'appréhende ni la cohérence ni la logique ? Au terme de sa chronique, elle apporte à cette question une réponse catégorique. Je la cite, « L'entreprise de l'écrivain n'a rien d'une supercherie. » Dès lors, les signes de reconnaissance se multiplient, où on peut en lister quelques-uns avant vraiment de s'attacher à conclure. Après son retour à la vie, qui coïncide avec l'annulation de la mesure de censure qui pesait sur Eden, Guillotat va voir son travail promu avec ardeur et diffusé de façon bien moins confidentielle qu'auparavant. Il va accorder des dizaines d'entretiens, il va être vraiment très réclamé. Il y aura un passage assez remarqué dans la plus populaire des émissions littéraires, qui est Apostrophe, chez Bernard Pivot. Il va également être très réclamé sur la scène, il va se lancer dans un cycle de lecture, d'improvisation, de conférences, d'interventions. En 1988, autre signe de reconnaissance, le Centre national du livre le gratifie d'une bourse de soutien à l'œuvre, plus éloquemment qualifiée d'allocation de reconnaissance, qui a été accordée par le passé à Paul Thévenin et à Maurice Blanchot, illustre prédécesseurs. Alors on va également rééditer certains de ces textes, en collection de poche notamment, on va en traduire, on va en adopter pour la scène, on va lui consacrer un moyen-métrage documentaire qui le montre en train de créer. François Mitterrand va commander un
un portrait de l'écrivain pour l'afficher sur les murs de la Bibliothèque nationale de France, parmi d'autres personnalités notables du monde des lettres, des arts et des sciences. On va également constituer un fonds d'archives Guyotat à l'IMEC, puis à la BNF. Et Guyotat va même être sollicité par Jack Lang pour donner des cours d'histoire de la langue française par les textes, des cours qui vont se donner que je ne dise pas n'importe quoi, qui vont se donner à l'Institut d'études européennes de l'Université Paris 8. Alors à cette occasion, à l'occasion de ces cours, donc de ces leçons qui vont être publiées chez Léocher, Guyotat investit un lieu établi, un de ces lieux d'où procède le pouvoir, un de ces lieux où l'on définit la norme et où l'on fixe les frontières du diffusable, du dissible, voire du pensable. Le voici devenu donc professeur, éducateur de la jeunesse, référence en matière de maîtrise de la langue, le voici devenu repère fondateur dont on se réclame pour faire autorité. En 2006, le prix Décembre attribué à Coma viendra confirmer cette véritable consécration. Alors voilà un extrait pour terminer. C'est un extrait qui est pris à l'émission Des mots de minuit, où Guyotat passe le 3 mai 2006. France, Coma, c'est un... Qu'est-ce que c'est Coma ? C'est un livre, c'est un texte, c'est une confidence par rapport à un moment particulièrement existentiel de votre vie. Bon, c'est pas une confidence, parce que les confidences, on les fait dans la vie, on ne les fait pas dans un livre, je crois. Je pense encore, enfin par écrit en tout cas. Non, c'est un récit. C'est le récit de ce que, au plus près de ce que j'ai vécu dans une période de ma vie relativement éloignée maintenant, oui. Et une période qui a abouti à un coma de de jours, d'où le titre, l'aboutissement, la dénomination de l'aboutissement de cette crise, qui n'est qu'une crise, je crois que, si je peux dire, devraient connaître tous les artistes, ou tous les artistes, en tout cas. Ça n'a rien d'exceptionnel, je pense. Je disais tout à l'heure que j'avais été fasciné, comme un certain nombre de personnes de ma génération, par vos premiers textes, interrogé par ce qui est en publication Progéniture. On y reviendra dans une seconde. Ce que je remarque comme lecteur, c'est qu'on ne peut aller complètement dans votre œuvre que si on vous connaît comme personne. Et vous connaissant comme personne, on peut continuer à voir le travail d'élaboration qui est le vôtre. Et de ce point de vue-là, chez Cher, Pierre Guyotat, essai biographique, Catherine Brun, est un ouvrage fondamental, parce que c'est un livre qui permet de vous accompagner dans ce que vous êtes, c'est-à-dire l'incarnation du texte. Bon, je coupe ici pour avoir le temps de conclure. Alors, dans cet extrait, donc, Pierre Guyotat s'entretient avec Philippe Lefay, et il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire sur ce fragment. Il faudrait parler du corps de Guyotat, de sa corpulence, qui ne convoque pas tout à fait le même imaginaire que la photo de 1981. Il faudrait parler de l'autorité de sa parole, qui dicte sa loi à celle de l'animateur. L'animateur attend constamment qu'il est terminé, et parfois ça donne lieu à des moments assez marrants où il y a un grand silence et on ne sait pas qui va reprendre la parole, parce que l'animateur ne sait pas si l'écrivain en a fini. Alors, on se contenterait de souligner l'euphémisation constante de sa singularité à laquelle se livre l'écrivain dans cet extrait. Par contraste, donc, il dit ça n'a rien d'exceptionnel, cette crise, tout le monde devrait la connaître, et ça revient plusieurs fois dans l'entretien, où il dit au fond, ce que j'ai vécu, ça n'a rien d'exceptionnel. Et c'est toujours la même formule magique qui revient, ça n'a rien d'exceptionnel. Alors, cette euphémisation constante de sa singularité à laquelle se livre l'écrivain, elle fait évidemment contraste avec une figuration de soi en génie malheureux, reprise inlassablement dans les médias, de tombeau pour 500 000 soldats, jusqu'à, grosso modo, l'épisode tragique du coma de la fin de l'année 1981. Reconnu, définitivement digne de foi, l'écrivain n'a plus à réclamer à corps et à cri un statut d'exception. La consécration, en ceci qu'elle les voue, lui et son œuvre, à la sacralité de la chose littéraire, leur attribue de façon non révisable cette marque distinctive qui les soustrait à toute remise en cause de leur originalité. Merci de votre attention.